Vino Vidi Vici, épisode numéro 9. Et aujourd'hui, je vous amène à Morgon, dans le Beaujolais. Donc, on va pas voyager très loin. La dernière fois, on était en Bourgogne, dans les Côtes de Beaune. Et là, on va descendre un tout petit peu. Alors, on n'est pas encore le long du Rhône, mais presque à Lyon, dans la fameuse région du Beaujolais, qui est souvent décriée, à tort, à raison. Bah, c'est ce qu'on va voir. On va goûter cette bouteille. Alors, vous voyez que elle est déjà ouverte. Elle a été ouverte hier soir. Donc, moi, je l'ai déjà goûté. Je sais que c'est très bon. Mais on va l'ouvrir. Désolé, je vous ai pas attendu cette fois-ci, mais on va l'ouvrir et c'est l'occasion de rappeler aussi que un vin, on peut le garder parfois sur plusieurs jours. Ça dépend ça dépend des conditions, ça dépend de plein de choses. Bah, on va expliquer ça tout de suite. D'abord, dans un premier temps, le petit rappel habituel. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Tac. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, on va faire un petit épisode un peu plus, un peu plus taquin sur le Dry January, la mode du Dry January. Donc, si vous voulez éviter de manquer ça, abonnez-vous. C'est vrai que j'oublie tout le temps de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Merci de regarder les vidéos, merci de les aimer, merci de les commenter, mais il faut dire à l'algorithme que vous voulez en voir plus et donc vous abonner à mon contenu si ça vous plaît. Mais voilà, on parlera de ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de Beaujolais, une région dont je voulais parler parce que je la trouve assez intéressante. Ah oui, c'est un 2016. Tu sais, c'est marrant, je crois que c'était un 2017. Euh, je m'en rends compte comme ça à l'instant. Bon, ça change pas grand chose. On va parler de ça juste après d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, une région Beaujolais qui, alors je sais pas trop comment le dire. À la fois, elle est décriée, vue comme une région où on fait un peu du vin de qualité médiocre, on va dire dans l'imaginaire collectif. On va expliquer pourquoi aussi. Il y a des raisons historiques à ça. Et en même temps, une région que les amateurs de vin aiment apprécié, peut-être un peu par snobisme inversé pour dire non mais moi je bois du Beaujolais parce que je suis un mec qui a un esprit critique. Beaucoup de vins naturels dans ces régions-là. Moi à titre personnel, le vin naturel, je pense que moins on met de moins on met d'intrants dans un vin, moins on met de produits chimiques, mieux c'est. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais quand un vigneron met en avant que c'est vin nature ou qui parle tout le temps du vin nature ou vin vivant, je ne sais quoi, en général, c'est pour dissimuler un manque de savoir-faire et le compenser avec du marketing qui ressemble beaucoup à du signalement de vertu. On en parlera un jour en long, en large et en travers. En tout cas, le verre est servi, donc autant le goûter, n'est-ce pas? Donc, il a vraiment un nez très noble. C'est marrant parce qu'à l'aveugle, ah, il avait pas ces notes-là hier. Il commence à devenir un peu plus cuiré, un peu plus en finesse. Euh, donc c'est assez intéressant. Il a évolué depuis hier. J'ai l'impression qu'il est plus agréable, avec un nez plus expressif. Quand il était ouvert, le nez était très fermé. C'est délicieux. Il est meilleur qu'hier. On a le côté très salivant. Minéral, hein, la minéralité, c'est pas seulement dans les vins rouges, pas seulement dans les vins blancs, pardon, c'est aussi dans les vins rouges. Et il y a une certaine finesse, une longueur qu'on avait hier, mais il est plus délicat, un peu plus ciselé. Donc on va avoir des notes de fruits. C'est assez capiteux en même temps, assez riche. Il y a vraiment un côté pas sirupeux, mais presque. Et il y a vraiment de la complexité sur ce vin. Donc c'est vraiment un beau vin, un beau Beaujolais. Et ça contraste évidemment avec la réputation des Beaujolais, la réputation presque funeste des Beaujolais, en grande partie à cause du fameux Beaujolais nouveau. Mais si vous voulez, parlons-en maintenant de ça, parce qu'en fait, alors qu'est-ce qui s'est passé? Histoire du Beaujolais rapide.
histoire récente, parce qu'on va pas après on va remonter un peu plus loin dans l'histoire. Dans les années 50-60, les vignerons du Beaujolais étaient à la peine. Ils avaient vraiment du mal à écouler leur vin et donc ils ont, demandé une autorisation pour, sortir du vin, en primeur et heu, pour des raisons, législatives, j'ai oublié exactement ce que c'était. En France, ils n'avaient pas le droit de sortir leur vin en primeur avant l'année, qui suivait la récolte. Donc mettons, 1950 et bah, il fallait mettre en vente en 1951 et ils ont obtenu une dérogation, à la condition qu'ils mettaient, à la condition de mettre sur l'étiquette «vin nouveau». Alors eux, les vignerons, ils se sont dit, dans un esprit un peu taquin: «Et ben, on va écrire, Beaujolais nouveau» et c'est devenu en fait une je sais pas si on peut dire un, une blague, mais en tout cas une espèce de marque qui a commencé, au début un peu plus sous la forme d'une plaisanterie et cet, événement a commencé à prendre de l'ampleur. Il y a eu beaucoup de campagnes de communication, et le Beaujolais nouveau est devenu extrêmement célèbre dans le monde entier, notamment dans des pays comme le Japon. Au Japon, ils raffolaient, du Beaujolais nouveau. Chaque année, il y avait des scènes de liesse, de gens qui s'étaient un petit peu trop, avinés avec le Beaujolais nouveau et en fait, le problème de ce fameux Beaujolais nouveau, bah, au début, c'est bien parce que ça a tiré les ventes vers le haut, ça a permis peut-être aux vignerons de s'en sortir à l'époque, mais ça les a enfermés dans l'image d'un vin de beuverie, en fait et donc dans l'image d'un vin qui n'est pas sérieux. Alors même que, à l'époque, hein, déjà, il y avait, des grands, Beaujolais, des vins, nobles, des vins très qualitatifs qui étaient déjà produits, mais bon, ils se sont fait, voler la vedette. Et comment on distingue, en fait, un Beaujolais, qui est plus noble d'un Beaujolais qui est plus, modeste? Outre le fait qu'en général, les bons Beaujolais sont pas des Beaujolais nouveaux. Après, les Beaujolais nouveaux, il y a de bonnes choses, hein. C'est agréable, ça sera jamais des grands vins, mais c'est agréable de boire un petit verre, c'est assez convivial. Ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel je reviendrai, la semaine prochaine dans mon épisode sur le Dry January. Heu, mais hem, mais en général, les bons Beaujolais ont, la mention d'un cru. Alors qu'est-ce qu'un cru dans le Beaujolais? En fait, il y a 10 crus. Donc du nord au sud, il y a un moyen technique pour les mnémotechniques que je vais vous donner, tout de suite pour mémoriser, mais je vais vous les nommer un par un. Et donc il y a 10 crus et bah, en fait, tout simplement, c'est un niveau plus précis de terroir. Hem, C'est-à-dire que à l'échelle de toute la région du Beaujolais, il y a 10 endroits spécifiques où on a, heu, où on a distingué du meilleur vin. Et en fait, ce qu'on appelle un cru, dans les autres régions, c'est ce qu'on appelle des appellations. On va avoir on va avoir l'appellation régionale, donc par exemple Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux et puis après on va avoir l'appellation, donc la Morgon, Saint-Émilion, Côte-de-Beaune, par exemple. Et donc là, on est sur, Morgon, donc on est au nord de l'appellation. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour retenir tous les crus dans l'ordre, du nord au sud, c'est je l'ai appris tout à l'heure, hein, parce que je me suis dit qu'il y en avait un, mais je l'avais oublié, c'est, ah là 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 là, il y a des trucs avec le fromage. Comment mener royalement bonne chère? Ça finit par, c'est ça, voilà. Si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chère? Donc ça fait Saint-Amour, Juliénas, mmh, Morgon, Fleury, alors le C, Chénas, mener, comment? Ah le deuxième M, comment ça peut être? Hein, hein, je ne sais plus et après, fromage
royalement, c'est Régnier, Bonne-Chère, Brouilly et Côte de Brouilly. Voilà. Donc pardon, c'était un peu long, mais comme ça, vous avez tous les noms. Il en manque un. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je chercherai de mon côté. Mais en tout cas, quand vous voyez une mention comme ça, Morgon, ça veut dire il y a plus de chances que ce soit un bon Beaujolais. Et le domaine en question, c'est Dominique Piron. Alors, Dominique Piron, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant à ce titre-là, parce que c'est vraiment l'un des premiers domaines, donc qui était un domaine familial. Si je ne m'abuse, il a été repris par une autre famille il y a quelques années, mais c'était un des premiers domaines, jusque le temps qu'il gardait les vignes, à mettre en avant vraiment ce côté appellation, ce côté cru, à distinguer ce qui fait vraiment des vins spéciaux dans les terroirs du Beaujolais. Là, on est à Morgon. Morgon, c'est vraiment le cœur de leur domaine, c'est là où ils sont basés. Ils ont plusieurs cuvées de Morgon, donc ça, c'est une cuvée vraiment plus prestigieuse que les autres. Là, on est quand même sur un Beaujolais. Déjà, c'est un Beaujolais de garde. 2016, c'est pas tous les Beaujolais ne se gardent pas. On a goûté une autre cuvée hier d'un autre Morgon de chez eux, et 2018, moi, je trouve que ça ne s'est pas aussi bien gardé. Mais là, cette cuvée au Pierre 2016, pas de problème. Et ils ont en fait toute une gamme avec, je crois qu'ils ont tous les crus du Beaujolais, et en fait à chaque fois c'est délicieux. Mais là on est sur un Morgon à 35 € je crois, 35-40, je sais plus exactement. Et après ils vont avoir d'autres vins à d'excellents rapports qualité-prix, entre 12 et 15 €. Ils ont aussi un blanc qui vaut le détour, que je vous recommande, et ils ont une cuvée qui est faite en collaboration avec un restaurateur. C'est la cuvée Quartz à Chenas. Et alors là, c'est vraiment exceptionnel, très en délicatesse, très complexe. Donc c'est pareil. En fait, c'est simplement qu'hier, on a ouvert cette bouteille. J'étais curieux de la déguster. Mais j'aurais bien aimé mettre en avant la cuvée Quartz, peut-être pour une prochaine fois, parce que je la trouve vraiment extrêmement intéressante, extrêmement en délicatesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Beaujolais, donc on est juste en dessous de la Bourgogne, et en fait on est dans une région, pardon. Certains diraient même que c'est une sous-région de la Bourgogne. On parle de la Grande Bourgogne qui va du Chablisien au Beaujolais. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. On s'en fout, peu importe. Mais dans tous les cas, le Beaujolais a vraiment une histoire distincte du reste de la Bourgogne. Pourquoi? En fait, en Bourgogne, avant, jadis, il y avait deux cépages pour le rouge, principalement. Il y avait le pinot noir et le gamay. Là, le Beaujolais, tous les Beaujolais rouges sont faits à base de gamay. Je crois qu'il y a quelques endroits où on peut mettre un peu de pinot noir, mais je sais plus exactement. Peu importe. En tout cas, c'est fait à base de gamay. Et les pinots noirs, les Bourgognes sont faits à base de pinot noir. Pinot noir, c'est un cépage, on en a déjà parlé, qui est vu comme plus noble. C'est un peu le cépage roi parmi les cépages rouges, quoi. Et en 1395, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, a décrété que le gamay était un plan méchant. C'était dans le vieux français, ça voulait dire en gros une mauvaise plante, quoi, un mauvais raisin. Et il a décidé qu'il fallait faire déplanter le, le gamay de toute la région Bourgogne. Alors, dans les faits, ça s'est pas exactement passé comme ça, parce qu'il y a quelques vignerons qui ont continué de cultiver le gamay, mais globalement, ça a quand même contribué à pousser énormément le pinot noir au détriment du gamay. Sauf que le gamay, en fait, a migré au sud, donc dans le Beaujolais, pour donner des vins comme ça. Des vins sur des terroirs, en fait, où le gamay s'épanouit. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est un peu les hasards de l'histoire d'ailleurs, mais là, on est sur des sous-sols avec beaucoup de granit. Et c'est un sous-sol sur lequel le gamay s'épanouit. Le pinot noir donne des choses beaucoup moins intéressantes, et réciproquement, le gamay sur des terroirs plus argilo-calcaires de la Bourgogne
donner des choses, voilà, pas très très intéressantes. Parce qu'en fait, le gamay, pardon, le granit est un sol qui fait beaucoup souffrir la vigne et le cépage gamay est très productif. Donc il a besoin de souffrir plus et donc faire en sorte qu'il y ait des sols plus pauvres pour donner des choses plus en finesse et réellement exprimer son potentiel. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est des vins qui gagnent à être connus, les Beaujolais. Le Gamay, c'est un peu un cépage qui est décrié. C'est un peu dommage, un peu ce qui s'est passé. C'est quand même dommage que ce vin soit cantonné soit à une réputation de vin de basse qualité ou de beuverie, ou de vin de snob qui boivent que du vin nature. C'est bien d'avoir un peu un entre-deux. Et je trouve que ce vigneron, ce domaine, Dominique Piron, est vraiment à mi-chemin pour les gens un peu raisonnables, les gens auxquels je prétends m'adresser sur cette chaîne. Euh, je cherche pas à vous brosser dans le sens du poil, mais voilà une vision un peu moins, comment dire, c'est pas que c'est pas élitiste, parce que le vin, ça demande quand même une forme d'initiation, une forme de formation. À la rigueur, c'est la question de l'élitisme, pas de l'élitisme, c'est pas ça qui me choque vraiment, mais c'est-à-dire que le vin, c'est beaucoup cantonné dans des espèces dans une espèce de bulle de gens chiants, parfois trop enthousiastes. C'est pas qu'ils veulent impressionner, mais des gens qui vont donner des termes un peu complexes, qui vont raconter un peu tout et n'importe quoi sur les vins naturels, la biodynamie, etc. Et ça a beaucoup contribué ça fait beaucoup de mal au vin. Et voilà, simplement boire des bouteilles comme ça qui sont qualitatives, qui sont prestigieuses. Ouais, une bouteille à 35 euros, c'est pas forcément ce que vous allez boire tous les jours selon votre budget, mais enfin tous les week-ends. Mais voilà, ça reste accessible. Ça reste, euh, Ça reste un grand vin, mais qui ne demande pas beaucoup de masturbation intellectuelle pour le comprendre. Dernière chose, je vous ai dit, c'est un 2016, donc il a bientôt 10 ans. Les récoltes, c'est en septembre, donc il aura 10 ans en septembre. Voilà, la récolte aura 10 ans en septembre. Il a été mis en bouteille sans doute en 2018. Et un bon Beaujolais, ça peut vieillir. Ça peut vieillir très longtemps. Aujourd'hui, on trouve des crus, par exemple, de la maison du Château des Jacques, qui appartient à Jadot, dont on a déjà parlé, des moulins à vent, et des moulins à vent qui datent des années 70 et qui sont encore intacts, qui donnent des grandes choses très très en finesse. Là, 2016, il est bien, mais il pourrait se garder quelques années de plus. Alors tous les grands, tous les Beaujolais ne se gardent pas évidemment, même y compris parmi les crus, mais il y a beaucoup de cuvées de garde. Je pense aussi au château Tivin que j'aime beaucoup, vraiment très très bon, notamment la cuvée Zachary. Là, 2016, c'était une bonne année. Je crois que c'était 2017, mais en fait, 2017, j'avais d'autres bouteilles dans la cave, j'ai pas fait attention. Mais 2017, c'est pareil, c'est une bonne année qui se gardera plusieurs années. Et également, c'est vrai que j'ai commencé la vidéo en vous expliquant que la bouteille était déjà ouverte. Euh, et un vin, en fait, peut se garder comme ça, pour information, si vous vous posez des questions. Si vous l'avez ouvert la veille, vous l'avez conservé au frais, s'il reste un peu de volume, parce qu'en fait c'est par rapport au volume, il reste à peu près la moitié de la bouteille, qu'on est sur un vin qui a quand même de la corpulence, qui peut se garder, qui sont sur des cépages assez robustes. Euh, En général, un vin ouvert comme ça peut se garder selon les conditions 2, 3, 4 jours. 4 jours, c'est vraiment le maximum pour un rouge, mais ça se garde pas si mal. Et parfois même, le vin, comme on a eu la démonstration juste avant, euh, s'améliore le lendemain du jour où il a été ouvert parce que voilà, il a besoin d'aération. Et là, il est vraiment très agréable, ce Morgon, cuvée au Pierre de Dominique Pierron. Donc je vous encourage vraiment à explorer ce vigneron. Et je vous mettrai de toute façon en post-production le, la gamme, la photo de la gamme des bouteilles, parce que vraiment, il fait vraiment des magnifiques étiquettes. Je trouve ça très très intéressant. Et elles sont assez intelligentes parce que chaque cru du Beaujolais, Chirouble, ça y est, ça me revient, le C qui me manquait, c'est ça. Bon, bref. Donc, que ça soit Chirouble, Régnier, Saint-Amour, etc., ils ont tous
leur couleur. Et donc, heu, et donc, hem, et donc c'est très beau, et ça se reflète dans l'intérêt, dans le vin, des vins où on se prend pas la tête, mais qu'on apprécie, qu'on peut sortir à tout le monde, que ça soit des amateurs ou des gens, voilà, qui font pas forcément trop attention, mais qui aiment bien quand même boire un bon verre, notamment de rouge, de temps à autre. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà choisi le sujet, mais je ne vous révèle pas la bouteille, qu'on ouvrira ensemble. Voilà. Mesdames, messieurs, merci pour votre écoute et à bientôt.